Ok, donc à la demande d'Adrien, le thème d'aujourd'hui c'est... Anarchie. Voilà, c'est l'anarchie, très bien. Révolte. Ok, alors bon, je ne suis pas un spécialiste de l'anarchie, donc la petite causerie va être beaucoup moins dogmatique que d'habitude et elle va être beaucoup plus Philosophique. dialogique. Donc surtout, vous m'interrompez, vous me posez des questions, vous me dites ça, qu'est-ce que tu veux dire, là je suis pas d'accord, etc. Hein, bon, comme d'habitude. Euh, alors, on va commencer par une remarque très très générale. C'est qu'on va dire que les bonnes situations, quand on considère une collectivité humaine, même d'ailleurs quand on considère une collectivité biologique, mais on va rester à une collectivité humaine, c'est-à-dire caractérisée non seulement par un ensemble d'organismes de la même espèce, mais aussi par une culture, ou une ou des cultures, d'accord. C'est-à-dire des systèmes symboliques, des systèmes de gouvernement politique, de régulation juridique, de différenciation sociale, etc., etc. Des critères même esthétiques, qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est pas beau, enfin tout ça, ça s'organise au niveau d'une culture. Bon, alors, si on considère une culture, il y a deux grands écueils à éviter. Le premier, et probablement le plus important, c'est le chaos. C'est-à-dire aucune règle, aucun principe de gouvernement, pas de loi, etc. Euh, et alors tout ça se traduit en général par euh, ce qu'on appelle la loi du plus fort, mais qui en fait n'est pas une loi du tout. D'accord. Alors pour vous donner un exemple, ça peut être un pays qui a perdu son gouvernement et qui est livré à une guerre de milices ou de seigneurs de la guerre, chacun occupant un petit territoire, coupant les routes, rançonnant tous les gens qui sont là, etc. Et en plus, ils se font la guerre entre eux, etc. Bon, ça, c'est ce qu'on pourrait appeler l'anarchie au sens le plus négatif du terme, c'est le chaos. Bon. Donc ça, c'est le premier écueil à éviter. Deuxième écueil à éviter, l'ordre excessif, absolu, imposé, autoritaire, d'accord, qui aboutit généralement à une grande uniformisation culturelle ou qui vise consciemment cette uniformisation culturelle. D'accord. Euh, et en général, c'est une petite partie de la société qui impose cet ordre à la plus grande partie de la société. Donc ça, on n'en veut pas non plus. D'accord. Donc ce qu'on veut, c'est quelque chose entre les deux, qui soit tempéré, qui soit équilibré, qui soit harmonieux. Et si je devais maintenant le définir de manière philosophique, ou en tout cas désigner du doigt comme ça quelque chose qu'on aimerait bien obtenir, mais dont on n'a pas une vision très très claire, et en fait on a une vision encore moins claire de la manière d'y parvenir, ce serait un ordre émergent de la liberté. D'accord. C'est-à-dire qu'on aurait des individus qui ne subissent pas de contraintes, mais dont les interactions feraient émerger un ordre qui, en retour, s'imposerait aux individus. D'accord. Donc on a une situation dans laquelle il y a eu des règles, il y a des lois, etc., mais dans lequel ces lois, ces règles ne sont pas prédéterminées par quelque chose qui se trouve au-dessus de la société, mais qui serait le résultat de l'interaction des membres de cette société. Et qui donc, par le fait même, si je le définis comme ça, euh, ne serait pas fixe, serait capable d'évolution. D'accord. Et là, on peut même imaginer
que les lois en question, ou que disons les formes d'organisation, sont le résultat d'un apprentissage. D'accord ? C'est-à-dire qu'ils seraient capables d'évoluer dans une certaine direction, d'accord, et de devenir de plus en plus perfectionnés. Alors dans quel sens, etc. Tout ça reste à voir. Bon. Disons, en principe, si on regarde les grandes idées de la démocratie telles qu'elles ont été définies par les Athéniens de l'époque classique, bon, ça ressemble à ça, la démocratie. Donc c'est l'idée d'une loi qui est décidée par le peuple et qui après s'impose au peuple, et de manière à contourner le problème d'un pouvoir qui s'exercerait de manière injuste et arbitraire sur les citoyens. Et il faut savoir que ils avaient un système de tirage au sort pour désigner les magistrats. C'est-à-dire les juges, les dirigeants, etc. Bon. Il n'y avait pas de tirage au sort quand on pensait qu'il fallait un savoir-faire particulier. D'accord ? Par exemple, qui décide de à qui on va faire la guerre et dans quelles circonstances et pour quelles raisons, etc. C'est l'Assemblée du peuple. D'accord ? Maintenant, qui va diriger l'armée ? Bon, c'est un général qui s'y connaît dans le domaine de... Voilà. Qui décide qu'on va se construire une flotte ? C'est l'ensemble des citoyens. Maintenant, qui c'est qui va diriger la construction de la flotte ? Bah, c'est des gens qui connaissent la construction des bateaux. D'accord ? Donc, il y a toujours une question de compétence qui est très difficile à éliminer. Maintenant, il n'y a pas, par exemple pour les Grecs, il n'y a pas de compétence à diriger ou à prendre des bonnes décisions particulières. D'accord ? Tous les citoyens ont cette compétence. Vous voyez, il y a une espèce de distribution des pouvoirs dans lequel il y a une classe de gens qui, a priori, sont capables qui sont par nature des dirigeants. D'accord ? Donc tout le monde est dirigeant. Alors, quand je dis tout le monde, attention, c'est pas tout le monde. En fait, c'est seulement les citoyens. D'accord ? Donc les étrangers, ils n'ont pas droit. Les esclaves, ils n'ont pas droit. Les enfants, ils n'ont pas droit. Et les femmes, elles n'ont pas droit. D'accord ? Mais, bon, on sait parler, c'est parce que c'était comme ça à l'époque. Bon, je te dirais, c'était comme ça au Québec jusqu'aux années 50. Hein. Les femmes n'avaient pas le droit de vote. Bon, mais il reste une chose, c'est que les gens qui ont la capacité de gouverner et de faire des lois, c'est jamais toute la population. Ça, c'est le premier problème qui se trouve en face de l'anarchiste utopique qui voudrait que tout le monde participe aux décisions et que tu as beau faire d'augmenter les droits, de donner des droits à plus de gens, il y a toujours des gens qui vont être exclus. D'accord ? Par exemple, est-ce que vous allez vraiment donner à des enfants de 3 ans le droit de décider des lois ? D'accord ? Non. Pourtant, ce sont des êtres humains, pourtant ils ont des droits, mais ils n'ont pas le droit de décider. D'accord ? Donc il y a toujours une limite qui est inévitable. Bien, si des gens ont été, je ne sais pas, prendre un autre exemple, ont été convaincus de haute trahison et qui passent leur temps à assassiner tout le monde, en plus, vous n'allez pas leur donner le droit de décider. Vous voyez ce que je veux dire ? Et puis on peut augmenter comme ça, bon. Donc voilà. Alors, maintenant, là, on prend un exemple dans l'Athènes démocratique du IVe siècle avant Jésus-Christ. Bon, comment se fait-il que ces gens-là ont décidé que, ok, c'est l'Assemblée des citoyens
qui prend non seulement les grandes décisions, mais qui vote les lois. Donc, ce n'est pas des lois qui sont établies par l'autorité des ancêtres, une autorité religieuse, une révélation, etc. Non, c'est eux qui décident. Bien entendu, ils décident en tenant compte d'une tradition, d'un passé, etc. Mais le pouvoir leur revient. Bon. D'abord, les Athéniens, ils utilisent l'alphabet comme forme d'écriture. Les citoyens athéniens, dont la plupart sont des petits paysans libres, ou des commerçants, ou des artisans, savent lire et écrire, et ils ont des moyens de subsistance autonomes. Ce ne sont pas des dépendants. Donc vous voyez déjà la base économique, ils sont indépendants économiquement et surtout ils sont indépendants intellectuellement. C'est-à-dire que les lois qu'ils vont critiquer ou qu'ils vont créer, ils sont capables de les lire. Donc si vous n'avez pas des gens qui sont capables de lire et d'écrire, vous n'allez pas leur donner le pouvoir de décider des lois. Parce qu'ils sont tout simplement, là on retombe sur le problème de la compétence. Bon, on est dans une situation très facile parce que on ne dépasse jamais l'ordre du millier. D'accord, tous les gens se réunissent pas dans l'agora, parce que l'agora c'est le marché en fait. Se réunissent dans la boulée, c'est-à-dire dans l'assemblée, et puis on discute, et puis c'est celui qui réussit à convaincre les autres, etc. Donc tout ça, ça va avec la notion d'argumentation rationnelle. Il faut être capable de convaincre les autres, d'accord ? Parce que tout ça se fait, les décisions se prennent après délibération, bien sûr. Donc, le fait qu'il y a démocratie ne veut pas dire qu'il n'y a pas des leaders, c'est-à-dire des gens qui font des propositions, qui réussissent à convaincre les autres, etc. Donc, vous voyez qu'il y a aussi des hiérarchies. Un terme, c'est une hiérarchie émergente, spontanée. Il n'y a pas quelqu'un qui dit « c'est moi le leader ». Pourquoi ? Parce que c'est moi le leader. Non, c'est moi le leader parce que j'ai réussi à vous convaincre. D'accord ? Donc, c'est... Voilà. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut mettre des millions et des millions de gens dans la même assemblée ? Est-ce que tout le monde peut parler à son tour ? Est-ce qu'on peut prendre des décisions dans ce genre-là ? Est-ce que la complexité des choses n'est pas telle qu'en fait, il faut toujours avoir une compétence pour être capable de décider ? Est-ce que la démocratie d'aujourd'hui, est-ce que ça veut vraiment dire que c'est le peuple qui décide des lois en connaissance de cause après due délibération rationnelle, etc. Ou bien c'est juste une méthode pour éviter les changements de gouvernement violents. D'accord ? C'est-à-dire, on décide que ceux qui vont gouverner, c'est les gens qui auront recueilli la majorité des voix, selon des systèmes qui peuvent être très complexes et qui d'ailleurs ne recouvrent pas toujours la majorité. Le gouvernement, ça peut être juste selon la constitution des gens qui ont 30% de la population derrière eux. D'accord ? Mais il vaut mieux ça que des partis qui s'entre-déchirent et qui disent non, c'est moi qui prends le pouvoir, non, c'est moi. On a une constitution qui donne au fond une règle du jeu sur qui va prendre le pouvoir. D'accord ? Bon, mais tout ça est quand même très insatisfaisant parce que vous avez la plupart du temps 2, 3, 4, 5 partis qui sont candidats au gouvernement et que si vous regardez l'immense variété et complexité des problèmes qu'il y a à résoudre, ainsi que l'immense variété des problèmes et des décisions qu'il y a... qu'est-ce que je veux dire ? Oui, la grande variété des solutions qu'on peut aborder, qu'on peut apporter à ces problèmes et les idées que les gens ont, les gens de la population, enfin de la cité en question, t'as entendu qu'on a des cités maintenant avec des millions de gens, etc. Tout ça est très mal représenté par la dynamique des partis officiels et par les systèmes de gouvernement. D'accord ?
c'est pas vraiment de l'intelligence collective qui utilise au maximum toutes les connaissances et tous les savoir-faire et toute la diversité des idées des gens qu'il y a dans la population. D'où notre frustration. D'accord? Anarchie, anarchie. Donc, alors qu'est-ce qu'on fait? Aïe, 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 qu'est-ce qu'on fait? Alors déjà, la première chose, on va faire une petite enquête. On dit, est-ce que dans la nature, on a des sociétés qui s'organisent de manière, on va dire, non autoritaire, ou qui ont des systèmes d'intelligence collective ou des systèmes d'ordre émergents, d'accord? Puisque c'est ça qu'on essaye de faire. Alors, bon, il y a deux grands types d'intelligence collective auto-organisée. Et là, je parle uniquement à l'intérieur de la même espèce, parce que déjà un écosystème, c'est une forme d'auto-organisation émergente, d'accord? Mais là, je regarde seulement intra-espèce. Et bon, ce sont les insectes sociaux et les mammifères sociaux. D'accord? C'est les deux plus complexes. Alors, chez les mammifères sociaux, les deux plus complexes, enfin le plus complexe, ce sont les grands primates, donc nos ascendants directs, d'accord? Et chez les insectes sociaux, les formes d'organisation collective émergentes les plus perfectionnées, on les trouve chez les termites, chez les abeilles et chez les fourmis. D'accord. Alors, on va prendre l'exemple des fourmis. Ok. Bon, il y en a beaucoup qui décrivent une fourmilière comme étant un super-organisme. C'est-à-dire que les fourmis sont comme les cellules d'un grand organisme. Et elles sont capables de résoudre des problèmes complexes et même d'apprendre, non pas au niveau de la fourmi elle-même, mais au niveau de la fourmilière dans son ensemble. Et tout ça est basé sur bon, évidemment, leur programme génétique, d'accord, et surtout, inclus dans ce programme génétique, leur système de communication. Parce que si les fourmis ne communiquaient pas entre elles, on ne voit pas comment elles pourraient avoir une intelligence collective. D'accord, bon. Alors, on a une reine des fourmis qui a donc un espèce de programme, pas un programme, un code génétique ou un ensemble de données génétiques fondamentales et qui pond, donc qui fabrique des fourmis. Bon. Et ces fourmis, donc elles ont un petit programme. Alors disons, bon, elles ont un programme élémentaire, disons plaisir-douleur, d'accord. Donc elles sont attirées par la bonne bouffe, par les bonnes températures, etc. Et elles sont repoussées par les mauvaises températures, les poisons, les choses du genre. Et surtout, elles ont un super programme de communication entre elles qui est basé sur les... Bravo. Donc, sur les phéromones. Alors, je résume. Une fourmi trouve quelque chose de bon à manger, d'accord? Elle va prendre le petit... Pourquoi vous riez? Elle trouve quelque chose de bon à manger. Elle en prend un petit bout. Elle rentre à la fourmilière, d'accord? En laissant derrière elle un petit chemin de phéromones. Et comme ça, quand les autres fourmis qui se baladent un peu comme ça, voilà, tout d'un coup, elles sentent le chemin de phéromones, elles suivent le chemin de phéromones, en arrivant, elles trouvent le bon truc à manger et elles le ramènent et elles augmentent la bonne odeur du chemin, ce qui va attirer d'autres fourmis. Et donc, c'est comme si
les fourmis étaient capables de se communiquer entre elles là où il y a des bonnes choses à manger. Mais est-ce qu'elles se communiquent entre elles là où il y a des bonnes choses à manger directement? Genre une fourmi dit hey, tu sais pas, j'ai un super bon truc à manger là-bas, mais où bah, sud-sud-ouest, 45 mètres. Ah ok, j'y vais. Bon, elle arrive avec son petit. Voilà, c'est ça. Et tu peux pas appeler toute l'équipe là? Ok, allô, oui, sur Slack. Non. Donc les fourmis, comment elles communiquent? Et c'est là que je voudrais introduire le concept fondamental de cette causerie. Elles communiquent de manière stigmergique. Autrement dit, elles laissent des traces dans l'environnement. Et elles communiquent par l'intermédiaire de leur environnement commun. Autrement dit, leur environnement commun, leur territoire, fonctionne, d'ailleurs leur fourmilière aussi, fonctionne comme mémoire commune de la fourmilière. Et chaque fois qu'elles font quelque chose, c'est comme si elles enregistraient ce qu'elles font dans la mémoire, et cette mémoire est accessible aux autres fourmis. D'accord? Ça, c'est la communication stigmergique, c'est-à-dire la communication indirecte par l'intermédiaire d'une mémoire commune. Alors, est-ce qu'on est satisfait par ce modèle des fourmis? Oui, dans un sens, parce qu'il n'y a pas de dictateur des fourmis, ou de contremaître des fourmis, ou de hiérarchie des fourmis qui dit aux fourmis ce qu'elles doivent faire. D'accord? Chaque fourmi a l'impression qu'elle est libre, bien qu'elle est évidemment totalement déterminée par son code génétique, et elle réagit de manière réflexe à tout ce qu'elle sent en termes de phéromones. D'accord? Bon, pauvre petite fourmi, elle ne se rend pas compte. D'accord? Donc, elle agit, si vous voulez, elle est agie par un système de régulation qui lui échappe complètement et auquel toutes les fourmis sont soumises. D'accord? Même, est-ce que c'est la reine? On appelle la reine des fourmis. Est-ce qu'elle a une couronne sur la tête? Est-ce qu'elle a des ministres? Est-ce qu'elle donne des ordres? Pas du tout. Elle pond, c'est tout. D'accord? Bon. Et d'ailleurs, toutes les autres fourmis sont super entraînées à défendre à tout prix la reine, parce que la reine, c'est quoi? C'est essentiellement la mémoire génétique. D'accord? Bon. Qu'est-ce qui nous embête dans ce... Est-ce qu'on voudrait être comme des fourmis? Non, hein, on ne voudrait pas être comme des fourmis. Bon, donc, comment trouver une forme d'organisation émergente, mais qui aille plus loin que celle des fourmis? D'accord. Je dis, alors là, on passe aux organisations, aux sociétés de primates qui ont commencé à s'organiser autour du feu, parce qu'au fond, les dauphins, ils sont très intelligents, il y a des perroquets gris qui sont super intelligents, enfin, il y a plein d'éléphants intelligents, il y a plein d'animaux très très intelligents. Mais, finalement, l'humanité, la capacité de parler, est arrivée à partir des primates qui ont maîtrisé le feu. D'accord? Et là, on se transmet le feu, on se met autour du feu, on... Comment? On fait griller. Alors ça, c'est très important, parce que ça veut dire qu'on a tout d'un coup un système digestif augmenté par quelque chose d'extérieur, d'accord, et qui nous permet un accès à beaucoup plus de ressources à l'extérieur. C'est ça la cuisine, c'est ça le feu, d'accord, c'est une espèce de prédigestion. Ça vous permet aussi d'avoir des moins grosses dents pour mâcher, donc le cerveau peut se développer parce que tout n'est pas pris par les muscles de la mâchoire. Enfin bon, tout le truc. Bon, tout ça arrive parce qu'on est déjà des gens qui marchent debout. Hein. Donc les libérations des mains, enfin toute l'affaire. Bon, alors, finalement, si je regarde la tribu élémentaire,
Est-ce qu'il y avait une grosse organisation hiérarchique là-dedans? Bah ouais, quand même. Enfin, Tu dois avoir les chasseurs. il y a toujours un chef de tribu, j'ai envie de dire. Ouais. Mais le chef, bon d'abord il faut qu'il ait fait ses preuves. Ensuite il y a un conseil des anciens. Ensuite il y a beaucoup de traditions à suivre. Je veux dire, je ne sais pas si sa marge de manœuvre est très grande. Et en fait il vit dans le même genre de tente que les autres. Euh, je veux dire, tout le monde est pas mal sur le même plan, quoi. Bon, en fait, la division du travail est très peu développée. Vous avez le chef, vous avez le chaman, vous avez les chasseurs, vous avez les guerriers, vous avez les... Bon, en général, celles qui s'occupent du jardin, qui s'occupent des animaux, voilà, qui s'occupent des enfants, voilà, c'est à peu près tout, hein. Et au fur et à mesure qu'on avance, il y a une division du travail de plus en plus développée, y compris une division du travail politique, avec des formes d'organisation politique de plus en plus efficaces et de plus en plus puissantes. Les plus efficaces et les plus puissantes étant les plus récentes, en fait. D'accord, bon. Alors, je dirais que l'environnement commun, il y a une façon de voir la communication entre les gens euh, qui est qui ressemble beaucoup à la communication par environnement commun. C'est-à-dire que si on regarde la représentation que nous avons d'un contexte d'interaction sociale, chaque fois que quelqu'un fait quelque chose ou dit quelque chose, il modifie la représentation que nous avons du contexte d'interaction sociale. Et en quelque sorte, la communication, bien sûr, elle peut prendre la forme de quelqu'un qui envoie un message à telle autre personne, hein, envoie à B, B répond à A, etc. Mais ce qui se passe au niveau collectif, c'est que chacun transforme l'image que chacun se fait de l'ensemble. D'accord. Évidemment, c'est limité à cause de notre représentation, comment dire, de notre mémoire, des limites de notre mémoire à court terme. Et donc, une des questions que je me pose, c'est y a-t-il moyen d'utiliser d'utiliser les nouveaux systèmes de communication dont on dispose aujourd'hui pour que non seulement l'ordre euh, scientifique, culturel, économique, politique existant soit une émergence des actions de tout le monde, des actions-décisions de tout le monde, mais que en plus, chacun des acteurs de cette société anarchiste idéale est une vision de l'ensemble des interactions et de l'ensemble du contexte. C'est-à-dire, c'est une communication stigmergique, telle que la petite fourmi n'a pas seulement ne découvre pas seulement qu'est-ce qu'il y a autour d'elle dans l'environnement, mais elle est capable, tout d'un coup, il y a des ailes qui lui poussent, elle monte au-dessus et elle voit l'ensemble de la fourmilière. Parce que la fourmi n'a pas conscience des actions de la fourmilière, ou de ce que la fourmilière est en train de faire, ou de ce qu'elle est en train d'apprendre. D'accord ? Nous, êtres humains, on a la possibilité de survoler cette mémoire collective. Et là, à ce moment-là, on aurait, si on a à la fois la possibilité d'influer sur l'ordre émergent, mais aussi la possibilité d'observer cet ordre émergent, à ce moment-là, on aurait atteint un degré d'auto-organisation optimal, je dirais.
Bon, euh, moi j'ai l'impression que ce dont on dispose aujourd'hui en matière de dispositifs d'observation de l'ordre émergent est tout à fait partiel et insuffisant. Bon, par exemple, l'ordre émergent, l'ordre économique émergent. Vous regardez les cours de la bourse, les cours des devises, etc. C'est émergent. D'accord. Ça vient des actions des gens sur le marché, etc. Bon, y compris, bien sûr, il y en a qui ont plus de pouvoir que d'autres, hein, bien sûr. Bon. On peut observer les cours de la bourse, on peut même voir leur évolution, on peut regarder les différents pays, leur produit national brut, leurs dettes, leurs machins, etc. On a une idée de ça. Mais le problème, c'est qu'on a une vue partielle, c'est-à-dire qu'on n'a que la vision économique, parce qu'on a des instruments de mesure purement économiques. D'accord. Et il y a d'autres aspects de la réalité politique au sens très très large qui ne sont pas représentés là. Alors vous dites, bon, est-ce que les gouvernements sont une bonne représentation? Ben alors là, on n'est plus dans l'économique, on est dans le politique étroit. D'accord. Et là, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce qui représente? Quelle image j'ai de la communauté politique? Bon, le Parlement. Voilà. Alors j'ai 300 bons hommes et bonnes femmes qui s'engueulent sur des lois. Voilà. Est-ce que ça représente l'intelligence collective de la population? Ou bien on dit, bon ok, ça c'est des gens qui discutent des lois, l'opinion publique. Alors traditionnellement, la représentation de l'opinion publique, c'est ce que vous allez lire dans les médias. Paf! Bon, est-ce que les médias représentent vraiment l'opinion publique? Est-ce qu'ils n'ont pas tendance à reproduire la polarisation des partis, etc. Est-ce qu'ils sont... Est-on bien sûr qu'ils n'imposent pas un certain nombre de narratives à leur description ou à l'expression de l'opinion publique? Est-ce que tous les récits ou toutes les théories sont vraiment représentées? Est-ce qu'on a... Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, bon. Alors, idéalement, mais là on est toujours dans l'utopie, si vous voulez. Je crois qu'on a aujourd'hui les moyens techniques de produire des représentations de la mémoire, des représentations émergentes de la mémoire collective, à partir des actions de l'ensemble des citoyens, citoyennes, etc., qui soient transversales par rapport aux différents secteurs d'activité que l'on considère séparés, mais qui, dans notre vie réelle, sont tous mélangés, genre le politique, l'économique, l'esthétique, le ci, le ça. Donc émergent et observable. C'est-à-dire qu'au moins, chacun des individus aurait à la fois la possibilité d'influer et la possibilité de se mettre au-dessus. C'est-à-dire, on serait tous des petites fourmis, mais on serait tous aussi des aigles capables de survoler la fourmilière et d'en avoir des synthèses éclairantes. D'accord ? Mais tout le monde aurait ce pouvoir. D'accord ? Et c'est en fonction de ce qu'on voit avec la vision de l'aigle qu'on agirait au niveau de la fourmi. Donc, vision globale, bien entendu, qui pourrait avoir des zoom-in, d'accord, comme on veut, hein, et nécessairement action locale. Donc ça serait, disons, une sorte de programme élémentaire pour la smart anarchy d'aujourd'hui, d'accord. Donc je m'arrête là. Ceci n'était qu'une introduction tout à fait problématique. Il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de dogme. C'est juste, voilà,
je lance quelques idées pour ouvrir le débat. Non, mais j'ai rien ajouté. Non, mais t'as fait un travail excellent, là. Louis, il y a toujours la question. T'as mis la pression, non, mais je Adri. Moi j'en ai une. En quoi l'expérience du logiciel libre nous aide-t-il à progresser sur cette question? La parole est à Adrien. Donc. Le logiciel libre là-dessus, c'est très intéressant parce que mais le logiciel libre, c'est quand même axé sur une chose très particulière, c'est la construction d'un projet et d'un produit fini. Enfin, le logiciel libre, c'est l'anarchie pour les ingénieurs, pour moi. Enfin, pour les ingénieurs, c'est l'anarchie pour les Programmeur. pour les programmeurs, mais bon, c'est pas une vraie anarchie, c'est plus une démocratie de la construction parce que c'est très organisé au final. Enfin, je vous avais déjà expliqué comment était construit l'organisation Debian pour la distribution qui s'appelle Debian, et l'organisation est extrêmement rigoureuse, quoi. Et même si elle est totalement ouverte et elle est basée principalement sur le mérite. C'est quand même très 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 structuré, et pour pouvoir avoir de l'influence sur le projet, faut avoir été validé par l'ensemble de la communauté et ensuite progresser dans les échelons, quoi. Donc c'est plus de la méritocratie presque parfaite dans certains cas, quoi, les logiciels libres, quoi. Avec évaluation par les pairs, parce que voilà. Qui décide que tu es compétent ou que tu mérites, c'est les autres qui sont dans le même projet finalement. Voilà. Mais oui, ça parle plus, c'est une vraie fourmilière parce que chacun fait son travail, ajoute sa petite pierre à l'édifice, et c'est vraiment, il n'y a pas de contrôle particulier, quoi. Genre, si la pierre elle sert à rien, elle est juste jetée par les autres, il n'y a pas de. Ouais. Oui. Tout le monde a la possibilité de voir l'ensemble, c'est-à-dire le produit fini, chacun peut l'expérimenter, voir ce que ça donne, ce travail qu'on a fait ensemble quand même. Ouais. Ça c'est important. Pour des biens, ils sont sous des biens en général. Oui. Mais après, par contre, l'ensemble de la sphère du libre, dans le sens l'ensemble de la sphère du logiciel libre, là ça peut être plus vu comme une anarchie, quoi, parce que là c'est un peu là c'est peut-être même plus proche, c'est peut-être même la meilleure application de la créativité destructive qu'il existe, parce que c'est un logiciel libre qui sert à rien ou qui est juste dépassé par un autre logiciel libre, il meurt, il n'y a rien pour le retenir, quoi. Enfin, à part les gens qui l'apprécient, mais enfin, si quelqu'un publie un meilleur logiciel libre, de toute façon il est gratuit, de toute façon on peut l'accéder, de toute façon on peut le copier librement, donc il n'y a aucune restriction vis-à-vis de son utilisation, donc s'il est plus simple, il gagnera par rapport aux autres, quoi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a certains libristes qui sont aussi étrangement très libertariens, je crois que c'est le terme en anglais, enfin bref. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, c'est bon. Voilà. D'autres remarques? C'est bon. Non. Moi, j'ai pas d'idée. Mais j'ai pas de questions. T'as pas de questions? Attends, mais je vais réfléchir. Moi j'ai une question, mais j'ai pas. Voilà. Alors, est-ce que la vision globale, comme vous disiez, elle passerait par une éducation totale de tous les citoyens? Bon, alors l'éducation, disons, au fond, l'éducation, c'est jamais qu'un processus pour acquérir de nouvelles compétences. Je dirais, elle passe par un apprentissage continuel. En fait, l'apprentissage continuel, il est aussi bien pour accomplir un certain nombre d'actions. Donc ça, ce sont des compétences pratiques, d'accord, que pour analyser et synthétiser l'ensemble. D'accord ? Et ça, ce sont des compétences, on va dire, intellectuelles au sens très général. Et bien entendu, les deux doivent être
doivent fonctionner ensemble, comme doivent toujours fonctionner ensemble la théorie et la pratique. Enfin, je veux dire, voilà, une théorie qui ne peut pas se mettre en pratique, ça ne sert à rien, et une pratique qui est incapable de se théoriser, elle ne va jamais passer au niveau de la vision d'ensemble, et donc elle va toujours être myope. Voilà. Donc, voilà, tout ça est très intimement lié à des processus d'apprentissage, de préférence des processus d'apprentissage collaboratif. Et l'apprentissage collaboratif est lui-même un des domaines clés où chacun amène sa petite pierre à l'édifice, typiquement alimente la mémoire commune, d'accord, et est capable de survoler cette mémoire commune et de déterminer quelles sont les parties de la mémoire qui augmentent le plus vite, dans quelle direction elles vont, comment, par rapport à mes compétences, je dois m'adapter à l'évolution de cet ensemble de compétences ou de connaissances, etc. Donc, ce dont je parle là, ce rapport entre la capacité d'influencer la collectivité et en même temps de la survoler, ça va au fond à tous les degrés de complexité, c'est-à-dire au niveau de complexité de l'équipe, au niveau de complexité de l'entreprise ou de l'administration ou de l'association, etc. Et au niveau de complexité politique du genre ville, région, pays, gouvernement, continent, tout ce que tu veux. Mais ça, c'est absolument indispensable d'un processus d'apprentissage, quoi. Toujours, toujours. C'est-à-dire que tu peux voir tous ces processus sous l'angle de l'apprentissage, parce qu'en fait, on parle que de cognition ici. Donc, et l'apprentissage, c'est juste une augmentation cognitive. D'accord ? Donc, on voit toujours tout ce dont on parle là, ce sont des perspectives d'augmentation cognitive. Est-ce que c'est possible ? C'est possible de se fixer ce genre d'objectifs. Maintenant, de les atteindre, ça c'est autre chose, bien entendu. Mais je pense que c'est possible dans la mesure où, puisque vous avez déjà entendu les causeries précédentes, à une certaine époque, la capacité de lire et d'écrire était réservée à une toute petite caste de privilégiés et que progressivement, de plus en plus de gens ont eu accès à ça. Bon, aujourd'hui, on est à... ça va peut-être vous étonner, mais l'immense majorité de l'humanité a eu une éducation primaire et plus de la moitié a eu une éducation secondaire. D'accord ? Il faut se remettre à l'heure. Et maintenant, vous avez dans la plupart des pays un bon 20-25% de gens qui ont eu une éducation supérieure. Alors, on n'a jamais été dans de meilleures conditions. D'accord ? Alors maintenant que cette éducation supérieure dans le domaine des sciences humaines et des sciences sociales soit plus une espèce de propagande politique un peu grossière que une véritable, avec un certain nombre de méthodes de communication, que une véritable approche scientifique, ça malheureusement, bon, disons que ce sont les défauts de la situation actuelle. Mais si on regarde à l'échelle de l'évolution culturelle, malgré tous les défauts qu'on peut constater dans le système actuel, eh ben, on n'a jamais eu une humanité aussi intelligente. D'accord ? Et le problème de l'image que les médias nous renvoient, c'est que c'est un miroir dans lequel on va voir d'abord les événements sensationnels, mais jamais les grandes évolutions, ou très rarement les grandes évolutions de fond, qui sont les choses réellement importantes. D'accord ? Vous avez tous les journalistes, moi, bon, j'ai 60 ans, ça fait 50 ans que j'entends les journalistes dire, avec l'air de découvrir quelque chose, les riches sont de plus en plus riches et les pauvres sont de plus en plus pauvres. D'accord ? Mais il n'y en a pas un seul qui va dire que, ok, mais en réalité, il y a de moins en moins de gens qui meurent de faim. Donc, vous voyez ce que je veux dire ? C'est toutes les informations sont des espèces de flash qui essayent qui sont faites pour déclencher des émotions.
hein, parce que c'est que comme ça que les médias survivent aussi, il faut bien voir la réalité. Donc si vous déclenchez pas d'émotions, vous ne restez pas, vous n'avez pas de publicité, vous mourrez. Il faut que vous déclenchiez des émotions. Vous n'avez pas forcément à déclencher une intellection complexe. Parce que là, oulala, on s'ennuie, vite on passe. D'accord? Donc maintenant, il y a tout un problème de pédagogie, comment mettre en forme ces informations complexes, ces données de fond, ces compréhensions de systèmes d'interdépendance entre différents aspects des choses, je ne sais pas moi, économiques, démographiques, écologiques, culturels, tout ça, parce qu'en réalité, tout ça est complètement interrelié et on a beaucoup de difficultés à voir les circuits causaux à l'intérieur de ces systèmes complexes, mais c'est ça qui nous aiderait vraiment. C'est pas les médias, d'accord. Donc c'est exactement ça, c'est les individus. Et donc c'est pour ça que dans le système de curation collaborative qu'on essaye de faire ici, donc Intellect, pour ceux qui ne le sauraient pas, bon, on fabrique des outils, mais il y a quelque chose qui est indispensable et qui doit aller avec ces outils et qui est les compétences, l'esprit critique, la capacité de sélectionner des sources fiables, la capacité de les analyser, la capacité aussi de sélectionner des sources en provenance de différents horizons pour les croiser, pour les contraster. Enfin, tout ça, c'est un ensemble de compétences qui, à mon avis, devrait être enseigné dès le début du secondaire. Parce que maintenant, tout le monde va être plongé dans l'Internet. Tout le monde est déjà plongé dans l'Internet. Hein. Comme je vous ai dit, on a dépassé les 50% de connectés dans l'humanité. Donc, il y a urgence. Il y a urgence à adapter les modes de lecture de la réalité, tout simplement. Ça va rallonger le truc de 2 heures, mais c'est une question que j'avais déjà posée à. Genre, je sais pas si tu te souviens, Louis, quand on avait vu le mec qui parlait d'histoire et de l'informatique, un truc comme ça, d'histoire de l'informatique et de la cognition, enfin bref, à Grenoble, je sais pas si tu te souviens. Je sais plus trop de quoi il parlait, mais je me souviens que j'avais posé cette question. Non, pas. Quoi? Non, c'était un truc d'Étienne Klein à Paris, t'étais pas là. Non, c'était. Enfin, parce que. Un peu comme vous avez fait c'est pour faire un parallèle avec ce que vous avez dit, parce que l'alphabet, c'est globalement un système de codage de la pensée qui fonctionne bien pour le papier, quoi. Vous voudriez faire un alphabet qui fonctionne bien pour l'informatique. Exactement. De la même façon, il y en a que j'ai déjà entendu dire que les constitutions qu'on utilise actuellement, au gouvernement, ils sont étudiés pour le papier et on va dire le 19e, l'imprimerie, quoi. Est-ce que il y en a qui se sont posé la question de comment utiliser les algorithmes récents, les algorithmes de consensus, il y en a qui sont assez complets, qu'on a étudié cette année par exemple, et c'est marrant parce que derrière ces algorithmes de consensus utilisent des métaphores qui sont un système politique un peu bizarre en Grèce, il s'appelle Paxos parce que c'est l'île de Paxos, enfin bref. Du coup, des algorithmes de consensus qui pourraient être utilisés pour justement faire une constitution numérique qui donne encore plus de pouvoir à une décision généralisée et pas juste dans les mains de quelques-uns, quoi. Est-ce qu'il y en a qui ont pensé à ça, une constitution, une e-constitution, une constitution.com? Bon, à ma connaissance, non, mais disons qu'il faut aller chercher du côté de l'Electronic Frontier Foundation, c'est le genre d'endroit où ils ont peut-être fait ça.
ou en tout cas, ils ont imaginé l'Internet comme étant comme un nouveau pays qui obéira à de nouvelles lois, etc. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Je crains qu'il y ait une erreur enfin, un bug de conception à la base, là. Euh, Bon, si je devais m'engager dans un début de réflexion à ce sujet, moi, ce qui m'intéresserait le plus, bon, déjà, il y a une première chose. C'est qu'il faut faire très attention avec la démocratie directe. Parce que ça peut très facilement tourner au déchaînement d'émotions et au vote. Genre, ok, par exemple, il y a eu une série d'attentats épouvantables. Vite, je vote pour l'extrême droite. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Ou bien il y a eu un scandale de corruption chez les banquiers, vite je vote pour l'extrême gauche, on supprime la propriété privée, paf. Bon, voilà, je vous donne mes deux scénarios catastrophes. Le truc, c'est que la Constitution, par exemple, une Constitution bien faite, elle est étudiée justement pour remédier aux problèmes, on va dire, qui vont surgir de l'organisation des humains. Par exemple, comme j'interprète, la Constitution actuelle en France ou aux États-Unis, parce que c'est eux qui en sont vraiment très fiers, c'est les trois pouvoirs qui s'équilibrent les uns les autres, donc en fait ils se checkent chacun les autres pour éviter qu'il y en a un qui prenne le dessus, voilà. Et du coup c'est fait pour que, mais le problème avec cette Constitution là, c'est qu'elle est faite pour éviter que les puissances, les dirigeants et tout le pouvoir c'est pour répartir le pouvoir entre tout pouvoir absolu mais entre des gens qui dirigent d'autres. Or là on pourrait imaginer grâce à l'algorithme une constitution qui empêche justement qui remédie à ces problèmes quoi. On aimerait mais Donc il faudrait, je pense, de toute façon remédier à ce problème de mouvement de foule, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il faudrait pas que l'Assemblée qui prenne les décisions politiques réagisse comme la bourse, c'est-à-dire s'affole tout d'un coup, ouais, enthousiasme pour une idée, et puis 2 mois plus tard, tout le monde vend, c'était affreux, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut éviter ce genre de... Voilà. Et dans les constitutions classiques, en général, il y a 2 chambres. Il y a la Chambre des représentants qui est plus proche des émotions du peuple, et il y a le Sénat qui est là pour établir une certaine stabilité. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc il faudrait effectivement penser à tout ça. Mais moi, au fond, je ne vous cache pas que ça, c'est ma première remarque. Donc, effectivement, je suis d'accord avec Adrien, il faut penser à des genres de constitution algorithmique, mais en ayant bien en tête que ce seraient des machines à la fois permettre les évolutions tout en maintenant un minimum de stabilité sans quoi la machine se détraque. D'accord ? Donc ça, c'est une chose. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est de supprimer la bureaucratie. Parce que... oui. Mais la bureaucratie, je dirais toutes les bureaucraties de l'armée, la bureaucratie de la police, la bureaucratie de la justice, la bureaucratie de la finance, la bureaucratie de tout, de l'immigration, les bureaucraties de l'enseignement, les bureaucraties de... Voilà. Il y a beaucoup de bureaucratie. Et moi, tout bêtement, en tant que non-informaticien, il me semble que ces bureaucraties, elles accomplissent des opérations relativement mécaniques, et pourquoi ne pas les faire exécuter par des algorithmes? D'accord ? Parce que moi, ce que je vois depuis le début de l'informatique, c'est que les gens informatisent les bureaucraties au lieu de se servir de l'informatique pour diminuer les bureaucraties. D'accord ? Parce qu'une bureaucratie, c'est un ensemble d'opérations automatisables qu'on peut définir par des règles, avec des checks, des contrôles, des ci, des ça. Bon. Et là où c'est très fort, c'est qu'en plus, du coup, les bureaucrates ne savent pas se servir de l'informatique. Du coup, ça crée
crée un niveau de complexité. En plus, ils comprennent. Il y en a beaucoup. Non, mais pas les jeunes. Les jeunes, ils comprennent. C'est une question de génération, c'est pas grave. Mais moi, il me semble qu'un des grands programmes, des grandes directions de recherche de l'anarchie intelligente, plutôt que de supprimer les représentants, parce qu'au fond, je pense que c'est quelque chose d'humain, que chaque ville ait un maire, que chaque pays ait un président, un premier ministre qui le représente, etc. Bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout de supprimer ces couches et ces couches de bureaucratie qui ralentissent tout et dont beaucoup abusent de leur pouvoir. D'accord ? Dans un domaine que je connais bien, qui est celui de l'évaluation par les pairs, dans la publication, dans le monde scientifique, encore un univers où la bureaucratie est toute puissante, je dois soumettre mon article à une revue qui a un comité scientifique qui relit, etc., qui me fait des recommandations ou qui dit que non, ça ne peut pas être publié, etc. Et 6 mois après, je reçois tous les commentaires et je renvoie à la... Bon, pourquoi est-ce qu'on n'a pas, comme déjà ça se fait dans un certain nombre de réseaux sociaux comme ResearchGate, tu fais relire par les gens qui te suivent, qui s'intéressent au même sujet, tu produis différentes versions de ton article de cette façon-là, en citant les gens qui t'ont aidé, et puis tu vois combien de fois l'article est lu, combien de fois il est cité, tu vois, on n'a plus besoin de cet étage intermédiaire des revues. C'est-à-dire qu'on est directement dans une communauté scientifique, organisée dans un réseau social où chacun a les mêmes droits, et où les choses émergent spontanément, et en même temps où on peut s'organiser en équipe, etc. Mais bureaucratie, pour moi, c'est aussi c'est aussi un peu une vulgarisation du système complexe. C'est un peu l'interface humaine sur un système complexe. Par exemple, pour l'immigration, le bureaucrate, il va servir à te donner les bons renseignements, ou en fait, c'est quelqu'un qui vulgarise pour toi un peu un système complexe, souvent aussi, enfin, quand il est compétent. Ouais. Un système que tu connais pas. Enfin... Mais ça, je sais pas trop comment remplacer. Bon, et l'image d'Épinal du bureaucrate, j'ai rien contre les bureaucrates individuels, d'accord ? Moi-même, je suis forcé d'être un bureaucrate, par exemple, de distribuer des notes à des étudiants, d'accord ? Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ça, c'est que les étudiants apprennent quelque chose, d'accord ? Mais eux me voient comme un distributeur de notes. Bon, donc moi-même, je joue un rôle bureaucratique. Après, il va y avoir des diplômes qui vont être distribués, ils vont montrer ces diplômes, etc. Bon. Mais traditionnellement, enfin l'image d'Épinal du bureaucrate, c'est celui à qui tu poses une question. Bon, d'abord, il n'est pas là au téléphone. Ensuite, quand tu arrives à le trouver, il te dit, c'est pas le bon bureau, vous devez vous adresser à un tel. Et puis tu tombes sur un tel qui te renvoie au premier bureau, etc. Tu comprends ? C'est ça la réalité. C'est pas qu'il va te faciliter les choses. Pourquoi on ne ferait pas, à partir d'une question, un groupe de gens qui ont déjà eu le même problème à résoudre et qui vont t'aider ? Tu vois, plutôt que... les choses ne sont pas organisées de la bonne façon. Ou peut-être le bureaucrate, ça devrait être un community manager de clients. Tu comprends ce que je veux dire ? Mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui te dit d'abord, vous avez oublié de remplir cette case, tu vois. Et puis quand tu l'as remplie, tu te dis, ah, bah finalement, j'ai demandé à mon superviseur, finalement, ça va pas, il faut tout recommencer avec un autre formulaire. Bon... Non. Bon, bah, je pense qu'on peut s'arrêter là. Sauf si vous avez d'autres remarques. Juste une remarque. C'est en fait diminuer la bureaucratie, c'est presque impossible aujourd'hui parce que pour moi c'est le pouvoir aussi ceux qui ont le pouvoir qui pérennisent ça pour ralentir et distraire les citoyens donc je vois pas vraiment de solution pour réduire la bureaucratie à moins de prendre le pouvoir par révolte. Non, mais disons que le pouvoir, bon, c'est
quelque chose qui est pas seulement le pouvoir. Alors bien sûr, il y a les bureaucraties politiques, les bureaucraties des ministères, des départements, etc. Mais il y a aussi le même genre de bureaucratie dans les grandes entreprises. Donc en fait, c'est quelque chose qui est distribué un peu partout. Et pour vous dire honnêtement, moi je ne crois pas aux révolutions. Les révolutions en général, si vous regardez l'expérience historique, vous voyez, les grandes révolutions, genre la Révolution française, la Révolution russe, etc. Bon, on parle de la Révolution américaine qui est un cas exceptionnel, mais toutes les autres révolutions, mais même la Révolution américaine en fait, toutes les révolutions aboutissent à ou bien à une mauvaise anarchie, d'accord, ou bien à une augmentation du pouvoir central. Okay, parce que je vous dis que ce qui vient après la Révolution française, c'est quand même Napoléon. D'accord ? Ce qui vient après la Révolution russe, c'est quand même Staline. Ce qui vient après la Révolution chinois, bah Mao. Tu sais, je veux dire, ça va mal à la chope, comme on dit au Québec. Hein ? Quoi ? Donc, oui, qu'est-ce que tu disais ? Non, je disais, les Américains ont eu le gouvernement qu'ils ont maintenant. Oui, voilà. Alors, on a le cas des Américains, mais au fond, ce qui se passe on appelle ça la révolution américaine, mais en réalité, c'est l'indépendance américaine. D'accord ? C'est pas vraiment une révolution. Mais Ils sont révoltés contre les Anglais. les Anglais. Mais en fait, ils avaient déjà une certaine autonomie sur place. Les Anglais étaient loin. N'oublie pas qu'on est à la fin du XVIIIe siècle. Là, il n'y avait pas le téléphone. Tu vois ce que je veux dire ? Ils avaient déjà beaucoup d'autonomie. Donc c'est une indépendance. C'est la création d'un nouveau pays. Là, c'est quand même un peu autre chose. Mais donc moi, ce que je crois, c'est que le secret de l'évolution culturelle ou de la réforme politique, c'est vraiment dans un changement des mentalités, des mœurs, de l'éducation, des outils disponibles, des nouvelles pratiques qui commencent à se mettre en place, des choses qui deviennent impensables ou insupportables culturellement, et donc ça évolue dans cette direction. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui monte de la société plutôt qu'un changement par le haut qui veut imposer quelque chose. C'est vernaculaire, si tu veux. Ouais, ok. Alors bon, on va s'arrêter là.